Alors moi, je suis Véronique Dussault et j'espère que vous allez bien. C'est le premier réveil matin de psychologie. Je suis très heureuse de le partager avec vous. En introduction de cette présentation, je vais juste vous dire quelques mots sur le lieu qui nous reçoit. Alors, comme vous le savez peut-être, la piscine Molitor est une réalisation de l'architecte Lucien Paulet. Elle est caractéristique du style art déco, elle est inspirée des paquebots, et comme les nageuses l'ont vu, il y a des hublots autour de la piscine. Elle a été inaugurée en 1929, entre autres par Johnny Weissmuller, 5 fois médaillé olympique, qui en plus y sera maître nageur pendant l'été 29, avant de devenir Tarzan. Peut-être Camille Lacour ou Florent Manodou seront maîtres nageurs l'année prochaine ici, nous reviendrons. Elle est célèbre également parce que c'est ici qu'on a vu les premiers bikinis, juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle offre à l'époque, à sa construction, déjà 2 bassins et une salle dite de culture physique. Le bassin à l'air libre dans lequel certaines d'entre vous ont nagé, il est de 50 mètres et il se transformait chaque hiver en la plus grande patinoire de Paris. Et je connais quelqu'un ici qui y patinait quand elle était jeune. Ah, je connais 2 personnes ici. Non, c'était jusqu'en 1970. Tu aurais pu y patiner, je crois. Tu étais déjà sur pied. Paf. Alors, elle a fermé ses portes en 1989, classée au monument historique en 90. Et après 2 ans et demi de travaux, une rénovation et une reconstruction absolument totale, elle a réouvert en mai 2014. C'est donc le lieu idéal, ici, pour parler de notre relation au corps. Alors le sujet de cet éveil matin, c'est entre transhumanisme et big data, comment la science transforme notre rapport au corps. Alors Marianne Hurstel, qui est vice-présidente de BETC, va nous présenter une étude réalisée dans 32 pays auprès de 10 000 personnes. Alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que ça arrive, Psychologie a publié cet été un grand papier sur le transhumanisme. Je veux juste rappeler que c'est ce mouvement de futurologues américains qui prédisent que nous serons un jour tous réparables, en bonne santé, heureux, productifs, voire immortels. C'est peut-être une bonne nouvelle. Surtout pour moi, qui ai une relation très conflictuelle avec la mort. Pourtant, je ne sais pas si je fais partie des 38% des gens qui disent qu'ils aimeraient être immortels. Peut-être que le débat que nous aurons me donnera des pistes de réflexion. Alors pour ce débat, vous l'aviez lu dans l'invitation qui vous avait été adressée, nous espérions Gérard Bonnet, psychanalyste. Il aurait certainement pu nous dire comment rester humain si notre enveloppe charnelle est immortelle. Il est tombé malade, et oui, c'est encore possible, et ne peut être avec nous aujourd'hui. Mais Laurent Alexandre est là. Et Laurent, je vous remercie de vous être levé si tôt et d'être venu de Bruxelles ce matin. Vous partagez les idées des transhumanistes, vous êtes médecin, un peu. Vous êtes médecin? Oui. Vous êtes chirurgien, urologue, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous êtes titulaire d'un MBA HEC, vous êtes énarque. Vos réalisations professionnelles sont nombreuses. Je ne vais pas toutes les citer. J'en cite 2. Au siècle dernier, vous avez créé Doctissimo, et puis vous l'avez cédé. Aujourd'hui, vous dirigez, après l'avoir fondé, DNA Vision, et si j'ai bien compris, vous travaillez sur le génome humain. En plus, vous êtes auteur, vous avez publié chez Lattès La mort de la mort en 2011, et il y a 1 an, vous avez écrit dans Le Monde un papier avec un titre très choc, Google va-t-il tuer L'Oréal? Vous entendre nous réjouit, vous posez des questions aussi. C'est Arnaud de Saint-Simon qui le fera. Et vous, la salle, évidemment, vous pourrez poser des questions à Laurent et à Marianne. Alors je cède ma place à Marianne, je vous remercie d'être là ce matin, et bien sûr, j'ai un spécial kiff pour Pauline qui a organisé toute cette matinée. Merci. Donc l'étude que je vais vous présenter, en fait, on s'est interrogé. Voilà, on fait ce type d'études relativement souvent, 2-3 par an, et puis de manière assez classique, on fait des études sur le corps, la beauté, la santé. Et cette fois-ci, on s'est dit, il faut qu'on réinterroge notre rapport au corps, à la santé, à la beauté, au vu de tout ce que les possibilités nouvelles sont en train de nous offrir. L'idée étant de repartir, comme toujours, de manière assez humble, des gens, des questions qui se posent et de la manière dont toutes ces nouvelles possibilités peuvent faire évoluer leur rapport au corps. Donc,
cette étude, on l'a faite, comme tu l'as dit, dans 28 pays, auprès de 10 000 personnes. Et c'est intéressant parce que ça va nous permettre aussi d'aborder quelque chose d'éminemment culturel dans notre rapport au corps. Le rapport au corps n'est pas le même partout dans le monde. On va commencer par se poser un petit peu ces questions-là, parce qu'elles auront un impact ensuite sur la manière dont certains pays vont avancer, d'autres plutôt se figer dans une forme d'immobilisme. Et on va s'interroger évidemment ensuite sur le rapport entre ces deux types de pays. Cette étude, de manière classique, on la mène, comme toutes nos études, auprès de deux types de cibles. Le mainstream, les gens, voilà, donc dans des échantillons représentatifs des gens, et les prosumers. Les prosumers, ce sont entre 18 et 20% des gens dans chaque pays qui répondent à 6 questions. Et ces 6 questions nous permettent de les identifier comme prédictifs des tendances à venir. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont dans le progrès. C'est pas ça. Le progrès ne nous intéresse pas en tant que tel. C'est déjà une valeur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand quelqu'un dit quelque chose, un prosumer, la tendance, c'est-à-dire ce qu'il dit aujourd'hui, va se révéler vrai globalement dans les 2 années à venir pour une majorité de la population. Donc quand on voit un chiffre mainstream de 30 et prosumer de 60, ça veut dire que le mainstream va monter à 60, donc on est dans une tendance ascensionnelle d'ici, normalement, les 2 ans à venir, si on ne se trompe pas. Alors j'introduis par cette question, parce que l'immortalité a pendant longtemps été un mythe, et aujourd'hui, finalement, le fait qu'on en parle, qu'on s'en approche, qu'on l'évoque, fait que beaucoup de gens commencent à avoir un rapport complètement différent à l'immortalité. On a posé cette question. Si j'avais le choix, je choisirais d'être immortel. Et vous allez voir que globalement, tu citais un chiffre de 37%, mais ce qui est intéressant, c'est que 40% des hommes sont très en faveur de l'immortalité de manière extrêmement concrète, moins pour les femmes, qui sans doute ont d'autres manières de transmettre la vie, mais c'est intéressant de voir cette très forte différence homme-femme. Si vous regardez les prosumers ici, ben vous voyez qu'ils sont à 41%, le mainstream à 33%, ça veut dire qu'on est bien dans une tendance qui ne va pas s'arrêter. Et si vous regardez les jeunes et les 55 et plus, c'est plus quelque chose qui aujourd'hui appelle à de forts désirs chez les 18-34, plus que peut-être bizarrement chez les 55 et plus qui sont peut-être plus habitués à l'idée de mourir. Et quand on va parler de ce thème de l'immortalité, de la transformation, on peut dire que la science, et vous en parlerez tout à l'heure, permet déjà énormément de choses. La dernière frontière, c'est évidemment le cerveau. Il y avait un article intéressant dans Le Monde qui disait qu'on pouvait greffer une tête sur un corps et qui s'interrogeait de savoir si on griffait un corps sur une tête ou une tête sur un corps. Donc c'est vrai que c'est une question, puisqu'on n'a pas le même rapport au corps qu'au cerveau. Et on va voir que ça, c'est une question qui, normalement, divise les pays, avec des Chinois qui vont être très en avance sur comment est-ce que le cerveau, qui paraît pour eux est un morceau du corps comme un autre, peut être boosté, comment est-ce qu'en retravaillant les circuits du cerveau, on peut finalement atteindre cette immortalité, et les Français qui vont être très, très, très en retrait sur cette position. Donc les débats qu'on pose aujourd'hui, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est la science par rapport à l'éthique. Que propose la science, que permet la science et que nous raconte l'éthique. Et nous ne sommes pas du tout dans ces débats, puisqu'on est dans un autre débat qui, après tout, si on regardait ce que les gens veulent, pour de vrai, ce que la science leur permet, ce qui les intéresse, avant même de parler d'éthique, puisque l'éthique, si elle ne va pas dans le sens de ce que les gens attendent, a fort peu de chances de rentrer en résonance avec notre époque. Alors je commencerai par cette question qui nous paraissait à nous extrêmement simple, évidente. On a posé la question « Qui possède votre corps ? Who owns your body ?» Et on a proposé des réponses. Donc Dieu, l'univers, la science, moi, ma famille. Et on attendait des réponses de ce type-là, myself. Voilà. Donc on voit que sans vraiment de surprise, en France, qui possède mon corps, c'est moi. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est moi. Mais quand on regarde ces 77% qui disent c'est moi, c'est-à-dire qu'il y en a 23% qui pensent que le corps ne leur appartient pas. Donc on s'est interrogé sur ces 23%.
Et évidemment, l'autre question, c'est mon corps, pour ceux qui ne répondent pas moi, ils vont répondre mon corps appartient à Dieu. Et là, on a déjà une première différence culturelle extrêmement importante qui va dessiner des véritables fossés entre les pays. C'est que dans un certain nombre de pays, mon corps appartient à Dieu. Donc, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Malaisie. Mais ce qui est intéressant, c'est des chiffres comme les États-Unis. 25%. 25% de gens aux États-Unis, et on le retrouve dans toutes les études, ce rapport à la religion. Bon, comment ? C'est pas beaucoup. Oui, mais c'est quand même beaucoup si on regarde par exemple par rapport à la France. Donc on a bien une très grosse différence. Donc on voit que jusqu'à 25%, on a les pays bien sûr de culture musulmane, quelques pays de culture comme les États-Unis, une religiosité très très forte. Et on a posé cette question sur les tatouages parce que ça nous intéressait aussi de voir ce rapport au tatouage. Et le tatouage est véritablement en train de devenir une manière de dire et de signaler non seulement mon corps appartient, mais j'en fais un moyen de mon expression personnelle. Je vais le marquer de manière relativement définitive afin de transmettre à tout le monde que ce corps est à moi, ce corps porte mes valeurs, ce corps est un objet presque d'art qui défie le temps. Et donc ce qui est intéressant dans les tatouages, c'est que globalement pour les millennials, plus de 50% des gens, des jeunes, vont être complètement en faveur des tatouages comme moyen d'expression d'eux-mêmes. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les pays type Émirats Arabes Unis ou Arabie Saoudite, on n'a même pas pu poser cette question. Ils nous ont dit, si vous mettez cette question, les gens vont s'arrêter en début de questionnaire, donc on n'a pas la réponse, parce que parfois on me dit, mais alors dans ces pays qui disent mon corps appartient à Dieu, quelle est la réponse ? En fait, souvent, on nous a recommandé de ne pas poser la question. Donc le tatouage est un petit peu une manifestation de cette capacité du corps à exactement répondre à mes attentes. Puis on a commencé à poser d'autres questions. Ce corps qui vous appartient, aujourd'hui, il est source de quoi ? Alors, on avait des réponses négatives, d'embarras, de honte, d'angoisse. Et globalement, les réponses sont plutôt positives. Source de bonheur, donc vous avez en marron les prosumers, 65%, et ça c'est relativement transversal. Et vous allez commencer à avoir là déjà de grosses différences idéologiques et culturelles entre les pays comme la France, qui vont voir dans leur corps une source de plaisir, et donc qui avoir par rapport à la cosmétique des attentes différentes de sensorialité, de matière. Leur corps est un élément de plaisir. Et des pays, plutôt les États-Unis par exemple, qui vont quand même se dire que leur corps est un objet de pouvoir, une source de pouvoir. Donc mon corps, je dois l'entretenir parce que c'est une manière quand même d'asseoir mon pouvoir. Donc le plaisir, alors on voit que la France, 57% des prosumers, 32% des consommateurs voient dans leur corps une source de plaisir. Donc nous, ça nous paraît naturel, évident que notre corps soit une source de plaisir. Aux États-Unis, c'est simplement 37%. À l'inverse, si je pose la question « mon corps est une source de pouvoir », on voit que la France est très très faible. Et de toute façon, d'une manière générale, dès qu'on parle de pouvoir, de leadership, que ce soit dans mon rapport au corps, mon rapport à ma famille, mon rapport à l'éducation, la France refuse, dès qu'il y a le mot pouvoir, dès qu'il y a le mot leadership, la France est en retrait. Les États-Unis vont, eux, voir dans leur corps un objet plus de pouvoir. Donc ça nous a amené, là je refais la synthèse, on a bien déjà un début de rapport culturel au corps différent entre France, source de plaisir, 57% des prosumers, source de pouvoir, 11%, États-Unis, 37-35%. Et là, tout ça, ça va entraîner, si je parle de la cosmétique, si je parle des modifications génétiques, si je parle de la chirurgie esthétique, des attentes relativement différentes. Alors, avant de rentrer dans exactement quelles sont mes nouvelles attentes par rapport au corps, on s'est dit, au vu de tout ça, il faudrait qu'on fasse une typologie des pays juste pour remettre en scène un petit peu ces différences culturelles de manière plus approfondie. Et on s'est rendu compte, en faisant cette typologie, qu'on avait en gros 3 grands types de pays. Alors, beaucoup de gens sont un petit peu mixtes, mais si on regarde la tendance majoritaire, la différence, on va voir 3 grands types de pays. Ce qu'on a appelé les pleasure seekers,
Donc leur corps est d'abord un objet de plaisir, et d'ailleurs ils vont avoir un rapport plus détendu. Globalement, à leur corps, ils sont moins dans la surperformance, qui va peut-être expliquer aussi qu'ils sont prêts à faire moins d'efforts pour le modifier. Et là, on va avoir des pays de culture latine, Brésil, France, Italie, Espagne et Canada, qui apparaît comme un pays finalement plus proche dans ses couleurs de la vieille Europe que des États-Unis. On va avoir à l'opposé en bleu les fonctionnalistes. Pour les fonctionnalistes, leur corps est un objet de performance. Il faut travailler pour l'améliorer. Et globalement, tout est permis et c'est mon devoir de le transformer. Et là, on va avoir des pays de culture, et ça paraît évident quand on le voit comme ça, anglo-saxonne, Australie, États-Unis, Angleterre. Et au milieu, ce qu'on a appelé les holistiques enthousiastes, on reviendra dessus. Donc si je prends les premiers, les pleasure seekers, ils sont relativement détendus, ils attendent plus de sensations, plus d'excitation, plus d'aventure, quelque chose qui viendrait permettre à leur corps d'être encore plus un objet de plaisir. Donc on voit que pour eux, le plaisir, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ces pays, aussi, ce qui va les différencier, c'est qu'ils sont plutôt satisfaits de leur niveau de fitness. Ils ne sont pas mécontents. Donc on voit que globalement, si je prends ces 4 pays, quand je leur dis est-ce que vous êtes satisfait de notre niveau de fitness, ils sont autour de 50%, ce qui est pas mal. Et, alors que les autres vont être autour de 20 ou 30%. Donc c'est bien clair que ceux qui ne sont pas satisfaits de leur niveau de fitness vont avoir la volonté de faire des efforts supplémentaires pour se transformer. Ils sont satisfaits de leur poids. Ce qui est intéressant, c'est que la satisfaction par rapport au poids, c'est un niveau culturel et ça n'a rien à voir avec le poids réel des gens. Puisqu'on voit que les Japonais qui ne sont pas en surpoids ne sont jamais satisfaits par rapport à leur poids, alors que les Français, les Brésiliens qui sont relativement en surpoids sont tout à fait ou globalement à 50% relativement satisfaits. Donc on a cette donnée de la satisfaction qui est également une donnée culturelle. À l'opposé, les fonctionnalistes. Donc les fonctionnalistes, on voit que leur corps, c'est work in progress. Et quand on travaille sur la cosmétique, Estée Lauder ou toutes ces grandes marques ont systématiquement répété aux Américains, il y a du travail et à vous de vous prendre en main. Donc ce work in progress, c'est vraiment une valeur très forte qu'on a beaucoup moins en France. Donc on va parler de performance, on va parler de force, on va parler d'un corps qui est beaucoup plus un corps machine. Et là, vous voyez, je suis satisfait de mon niveau de fitness, les fonctionnalistes ne sont pas satisfaits. Ça veut dire que plus je travaille, plus je fais des efforts pour m'améliorer, plus j'ai le sentiment qu'il me reste encore énormément à faire. Donc on va être toujours dans cette recherche un petit peu presque sans fin d'une amélioration. D'accord ? Et no excuse, c'est-à-dire que celui qui ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour s'améliorer n'a pas d'excuse. Donc il y a même un jugement moral sur celui qui ne prend pas soin de ce capital qu'est son corps. Alors, ils sont rarement satisfaits du résultat, ce qui fait qu'ils vont continuer à être dans une recherche permanente d'optimisation. Mon corps est une source de fierté, vous voyez, 11% pour les Chinois, 20% pour les Anglais, 22% pour les Australiens et 29% pour les Américains. Donc quoi que je fasse, bien que je m'entraîne, bien que je fasse des efforts, il me reste toujours un gros chemin à parcourir. Voilà, donc il y a des parties de mon corps que je cache. Par exemple, c'est plus vrai dans les pays fonctionnalistes que dans les pleasure seekers. Et puis le dernier groupe, un peu plus flou, les holistiques enthousiastes. Alors c'est un groupe qui va regrouper des pays qui sont dans ce groupe pour des raisons différentes. Les Chinois, par exemple, ou les Indiens, parce qu'ils ont une vision de leur corps relativement holistique, liée au cycle de la nature, puis les Allemands, qui, eux, sont effectivement plus à l'aise avec un corps naturel,
dont on va laisser s'exprimer toutes les dimensions naturelles. Donc si je regarde dans ce groupe-là, par exemple, les Indiens vont nous dire ce qui est important dans ma manière de prendre soin de mon corps, c'est de prendre soin de ses rythmes. Par exemple, 2 fois plus que dans le reste du monde, les Chinois et les Indiens vont faire des cures de détox. Ils vont se préoccuper de la qualité de leur sommeil. Donc ce genre de choses qui est donc finalement un accompagnement en douceur de 57% des Indiens en tout cas sont très préoccupés par la qualité de leur sommeil. Et c'est également des pays qui vont montrer leur corps dans un état relativement naturel. Ils ne sont pas préoccupés, ils ne cherchent pas à créer une armure pour montrer finalement qu'ils sont dans une forme de perfection. Au contraire, ils sont tout à fait naturellement capables de montrer leur corps sans gêne et sans préoccupation. Donc ça résume globalement cette typologie qui nous permet déjà de poser un petit peu un regard différent en fonction des pays et des cultures. Les questions qu'on a posées derrière, à relire un peu au filtre de cette typologie, ont été de se dire, voilà, finalement la science propose des choses, qu'est-ce qu'attendent les gens? Et aujourd'hui, que sont-ils prêts à faire? Que sont-ils prêts à accepter? Quel niveau d'effort ou de transformation va-t-il les satisfaire? Et au nom de quoi? Et on s'est rendu compte que Health is the future of beauty, finalement, dès qu'on va être dans de la beauté pure, on va être dans une mise à distance relativement forte des transformations possibles, parce que la beauté est superficielle, mais dès qu'on va toucher à la santé, il n'y a pas de limite aux efforts que quelqu'un est prêt à faire sur lui-même, et on verra dans la deuxième partie sur le fœtus, au nom justement de la santé. Alors, si je commence par la beauté, c'est d'abord assez intéressant de voir cette mise à distance des discours qui vont porter uniquement sur la beauté en tant qu'enveloppe, la beauté physique, une beauté qui n'intégrerait pas l'entretien de la force, du niveau de fitness du corps. Donc on va avoir 83% des prosumers, soit 63% du mainstream, qui nous disent « je m'interroge que cette beauté extérieure ne reflète pas ou ne valorise pas ma beauté intérieure ». Donc on est bien en train d'évoluer, et notamment pour les marques de cosmétiques, dans une mise à distance de quelque chose qui ne serait qu'une transformation de mon enveloppe. Pareil, les gens nous disent à 77%, le monde serait plus heureux si on était moins obsédé par la beauté physique. Et vous voyez que ces chiffres, si je ne commente pas, c'est parce que c'est les mêmes dans tous les pays. Alors, ça ne veut pas dire qu'en vrai, les gens ne sont pas obsédés par la beauté physique et par la séduction. Ça veut dire que dans le discours, en tout cas, ce n'est pas un discours qui les valorise suffisamment pour qu'ils acceptent qu'on leur en parle sur ce mode-là. L'autre point, évidemment, qu'est-ce que c'est que la vraie beauté? On perd de vue la vraie beauté, donc oui, on a envie que les gens reviennent à une beauté naturelle. Donc on voit cette notion de beauté naturelle, singulière, plus intime, reflet de ma personnalité, qui revient extrêmement fortement. Et cette idée de naturel, on va voir que tout ce qui va permettre aux gens d'entretenir une beauté, un niveau de fitness de manière naturelle, va être privilégié. Et ça va expliquer notamment le fait que tout ce qui va être data ou device qui, en échange de data que moi je vais donner sur moi-même, m'aide à entretenir mon niveau de fitness, va être complètement valorisé, puisque finalement, c'est une des manières les plus naturelles d'entretenir son niveau de fitness. Donc pour 78% des gens, et là à nouveau, vous voyez que les chiffres sont les mêmes partout, donc je n'ai pas de différence culturelle là-dessus. Mon corps idéal, c'est celui que ma nature m'a donné, mais que j'entretiens à son niveau optimum. Alors, viennent ici les questions sur la santé, parce que ça, c'est très important. On va voir, dans les quelques charts qui suivent, qu'il y a très peu de limites à ce que les gens vont être capables de faire au nom de la santé. On voit que la beauté ne va pas permettre de pousser très très loin le raisonnement sur les transformations du corps. La santé, elle, déjà, est un élément, je dirais, fondamental dans ce que les gens peuvent produire comme effort. Donc,
Par exemple, l'exercice, c'est pour vivre en bonne santé plus longtemps. Et là, vous voyez que les prosumers sont à 35, le mainstream à 35, les 55 plus à 52, globalement dans des chiffres relativement élevés. De la même manière, pourquoi je fais de l'exercice? C'est pour stay fit, c'est pas pour être plus attractif, c'est pas pour perdre du poids. Donc cette notion de force et de fitness va devenir de plus en plus importante. Les gens font de moins en moins de régimes, mais sont de plus en plus obsédés par cette idée de maintien de son niveau de force. Voilà, strong is the new skinny. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ma responsabilité d'être au plus fort. Enfin, la force devient une notion extrêmement importante par rapport à la silhouette ou par rapport à la minceur. Ça veut dire aussi que quelque part, les gens, au nom de tout ça, au nom de l'importance qu'ils accordent à la santé du corps, sont prêts, en tout cas sont désireux, de transformer leur mode de vie et de les transformer de manière radicale. Donc, premier niveau d'effort, au nom de tout ça, je vais chercher, une équation parfois quasi impossible, à transformer la manière dont je vis. Quand je dis que c'est radical, quand les gens nous disent « je suis prêt à éviter toute nourriture malsaine à jamais », c'est un effort énorme, presque impossible. Quand je dis presque impossible, ça veut dire qu'ils vont avoir besoin d'aide, justement, pour cette transformation. Quand ils nous disent « je suis prêt à m'astreindre à un régime d'exercice quotidien à jamais », c'est pareil, je ne suis plus dans des boosts, je suis dans un vrai enjeu de lifestyle. Et ceux qui ne le font pas, finalement, sont responsables de la décadence de leur propre corps. Et on voit par exemple par rapport à l'obésité que l'obésité, ce n'est plus un problème de poids, c'est un problème de misbehavior. Et on voit d'ailleurs que chez les jeunes, ils vont nous dire « most fat people are lazy », les gens gros sont paresseux. On est bien dans un jugement moral, ils n'ont pas pris les décisions nécessaires. Et je préfère, celle-là on l'a trouvée amusante, passer du temps avec les gens fit qu'avec les gens gros. Donc par exemple en Chine, c'était extrêmement fort. Donc le jugement moral sur les personnes en surpoids qu'on envoie dans des camps quand ils sont adolescents pour les rééduquer est important. Donc je passe rapidement là-dessus. Et du coup, c'est intéressant, ces transformations de mon mode de vie, tout seul, je n'y arrive pas. Donc effectivement, quand on demande aux gens de qui est-ce que vous avez le plus besoin pour améliorer l'état de votre corps, est-ce que c'est d'un médecin, d'un dermatologue? Non, souvent, ça va être d'un coach. Et ils vont vous dire, ils n'ont aucun enjeu, aucune restriction à transmettre des datas sur leur état, si tout ça leur permet d'avoir un coaching, des devices qui vont les accompagner dans la transformation de leur mode de vie. Donc l'enjeu des datas sur mon propre corps n'est pas un enjeu pour les gens. L'enjeu, c'est quel service je vais avoir en retour de cet échange d'informations. Mais pour m'aider, je suis prêt à aller relativement loin. Dernière partie, on a été un cran plus loin, puisque l'idée, maintenant qu'on a posé l'équation santé, qu'on a posé l'idée de l'effort important de transformation de mon lifestyle au nom de la santé, et du coup, vis-à-vis des devices et vis-à-vis des datas que je vais donner sur moi-même, jusqu'où je suis prêt à aller dans cette transformation que la science rend possible. Et ce qu'on va voir en fait là, c'est d'abord des différences là culturelles qui vont réapparaître. Sur la santé, il n'y en avait pas. Sur le fait de changer mon mode de vie, il n'y en avait pas. Là, on va commencer à avoir des différences culturelles et des différences d'âge aussi assez importantes. Alors, la première question qu'on a posée, c'est mon corps idéal est renforcé par la science pour être toujours à son niveau de pointe et de performance. Donc, est-ce que je vais jusqu'à me dire que oui, la science est là pour me permettre d'être toujours à ce peak level? Et on voit là que déjà, les Chinois vont vous dire oui en prosumer à 46%, les Français 19%. Donc là, on voit déjà un gap très important. C'est-à-dire qu'il y a des pays dont la Chine est emblématique qui vont de manière assez naturelle faire confiance ou attendre de la science une réponse pour les aider à atteindre ce niveau de peak performance. Et il y a des pays qui vont être extrêmement en retrait par rapport à ça. Et puis évidemment, c'est aussi un enjeu d'âge. Quand on pense, on a posé la question, si j'avais le choix, je choisirais d'être un cyborg.
Là, à nouveau, vous avez 32% des 18-24, là je vois que vous relevez la tête, qui vous disent oui, si j'avais le choix, pourquoi pas. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans une notion totalement rejetée. On est dans une question qu'on peut se poser et auquel 32% des jeunes vont dire bah oui, après tout, de quoi vous me parlez, pourquoi pas. Alors, on est ensuite essayé de comprendre, pour les gens, qu'est-ce qui améliore la société. Donc la question qu'on a posée, elle est relativement dure, parce que je pense que si j'avais posé la question à titre personnel, ça améliore ma vie, j'aurais eu des réponses encore plus élevées. Là, la question qu'on a posée, c'est est-ce que c'est bien pour la société? Donc vraiment une question assez lourde. Et là, on va voir que tout ce qui permet d'améliorer la santé, c'est bien pour la société. Donc un test, par exemple, qui mesure la probabilité d'un fœtus d'avoir un certain nombre de maladies, c'est bien pour la santé, mais partout, même en France. 69% des prosumers, 48% du mainstream. C'est-à-dire que dans un an et demi, 69% de l'intégralité de la population répondra oui à cette question. Si je suis en tout cas l'indicateur de mes études. Donc on est bien dans quelque chose d'assez important et globalement relativement bien admis. Pareil, un digital device qui, en l'échange de data, va monitorer tous les aspects de ma santé physique, c'est-à-dire que je vais dire ce que je mange, ce que je fais, ce que je bois, mon poids, etc. Globalement, pour les gens, c'est bien pour la société. Et vous voyez que les Chinois, les Brésiliens ont des chiffres encore un petit peu supérieurs à la France. Mais globalement, on reste dans quelque chose de très positif. Pareil pour la santé mentale. Donc un digital device qui va monitorer ma santé mentale, qui va peut-être m'aider à muscler mon cerveau, par exemple, c'est également extrêmement positif. Là où les choses se corsent, c'est bien sûr dès qu'on va parler du cerveau. Et là, on va avoir à nouveau une différence importante, c'est que pour certains, le cerveau ou l'intelligence, c'est ce qu'on met derrière le cerveau, c'est quelque chose de culturel, de lié à l'éducation. Pour d'autres, le cerveau est un muscle comme un autre. Donc si le cerveau est un muscle comme un autre, il n'y a aucun problème. Pourquoi ne pas le muscler? Pourquoi je musclerais mes fesses et pas mon cerveau, si je vais au bout de ce raisonnement? Et donc effectivement, pour les Chinois, une pilule qui booste votre quotient intellectuel, c'est très bien. Pourquoi priver ces enfants d'un quotient intellectuel plus élevé? Je suis dans 50 des prosumers, peut-être que vous allez me dire que c'est plus, mais c'est déjà très important. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence avec la France, où je suis à 15. Donc pour les Français, le cerveau, l'intelligence est une limite qu'ils ne veulent pas franchir. Ils veulent en garder, en tout cas, la maîtrise au niveau de la culture, au niveau de l'éducation. Il y a un refus à considérer que le quotient intellectuel est quelque chose que je peux muscler, développer et surtout qui est génétique. Parce que pour qu'il soit, si j'admets pas qu'il y a une dimension génétique, évidemment, je n'admets pas que je puisse le modifier au niveau génétique. Une pilule qui améliore mon quotient intellectuel de mon vivant, alors celle-là, elle n'existe pas, mais en tout cas, si elle existait, les gens seraient plus favorables. Donc là, je remonte l'exemple de la Chine, mais on en parlera dans le débat, mais globalement, ça pose bien la question de pays qui, parce qu'ils n'ont pas culturellement cette compréhension d'un cerveau qui est un muscle comme un autre, vont eux s'engager très très loin dans tout ce qui va être recherche sur le cerveau, modification de l'ADN au nom de l'intelligence. Et on voit bien, nous on travaille dans le baby-food en Chine, et dans le baby-food en Chine, tout ce qui marche, c'est ce qui permet d'améliorer le QI de l'enfant, et puis d'autres qui vont, eux, se restreindre par rapport à ces possibilités. Alors, comme je l'ai dit en introduction, j'irai vite là-dessus, mais ce qui est mauvais pour la société, c'est ce qui va être du niveau de la transformation superficielle. Donc évidemment, une pilule qui va agir pour transformer les caractéristiques physiques du fœtus, là tout le monde est contre. C'est même pas un débat. Tout le monde est contre. Oui, c'est bad. Oui, tout le monde dit que c'est mauvais. Voilà. Donc, dès que je suis dans, c'est pour ça que cette introduction que j'ai faite au début, dès qu'on est dans la beauté, je suis dans une espèce de mise à distance, et du coup, je ne vais pas accepter de modification génétique.
Dès que je suis dans la santé, tout le monde va l'accepter. Dès que je suis dans l'intelligence, je vais avoir des différences culturelles. Donc pour terminer, en fait, on voit bien là j'ai essayé de mettre en exergue ces grosses différences. Une pile qui change, quelque chose qui me permettrait de changer de genre ou de transformer mon look, c'est plutôt mauvais et ce n'est pas forcément ce que les gens attendent des transformations génétiques. Donc pour synthétiser, en key learnings, et avant que tu ouvres le débat, Arnaud, je pense qu'on peut dire que l'immortalité devient accessible. Et à partir du moment où elle devient accessible, elle devient désirable. Donc l'accessibilité fait que, et notamment pour les hommes, l'immortalité est un désir d'actualité. On n'est plus dans un mythe, on est dans un désir d'actualité. La deuxième chose, c'est que la relation au corps, ce qu'on a dit, c'est quand même quelque chose dont il faut garder en tête qu'elle porte une dimension culturelle. Des pays pour lesquels c'est work in progress, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, c'est un objet de pouvoir, et des pays plus détendus, pour lesquels le corps est une source de plaisir. Et naturellement, ces deux types de pays vont avoir des réactions différentes par rapport au type d'efforts qu'ils vont être capables de produire. La beauty fatigue, donc c'est ce que je disais. Par contre, la santé, c'est, on va dire, l'attente qui justifie tous les efforts. La big data, totalement légitime, parce que je dois transformer mon mode de vie au nom de la santé, et que sans la big data, je ne sais pas le faire. Donc, oui, c'est légitime, parce que ça peut m'aider à atteindre un certain type d'objectif. Pas de frein aux modifications d'ADN du fœtus, dès que je parle de la santé. Par contre, des différences culturelles, dès que je parle de l'intelligence. Donc voilà un petit peu l'étude que je voulais partager avec vous aujourd'hui, afin que tu puisses lancer ton débat avec ton avis.